hier soir avec Wilmots notamment. Le Belge affrontait Metz. Metz qui a recruté, qui n'a changé qu'un joueur à l'intersaison, en l'occurrence Mondragon, qu'on a aperçu, l'international colombien qui remplace donc Lionel Letizy. Christophe Dugarry, malgré 2 petites semaines de vacances, était titulaire hier soir. Première frappe dans cette partie, elle est signée le capitaine de Bordeaux, Michel Pavon. Bordeaux qui domine cette première mi-temps à ballon de Legwinski. La défense messine s'est arrêtée de jouer. Centre de Wilmots après cette passe de Legwinski pour Dugarry et ouverture du score pour les Girondins. C'est le premier but de Christophe Dugarry en championnat à domicile depuis son retour à Bordeaux au Mercato l'hiver dernier. Un superbe coup franc de Chemel qui trouve le poteau de Ramé. Toujours 1-0 pour Bordeaux. Magnifiquement frappé ce coup franc. Fainduno à droite qui centre pour Dugarry. Fainduno titularisé en raison, Gérard Brouin, vous le connaissez bien, du claquage survenu à Lilian-Lasland vendredi, la veille du match. Lilian-Lasland qui sera absent entre 10 et 20 jours. Les Bordelais toujours qui ont vraiment dominé cette première période grâce à un très bon collectif. Fainduno qui crochette. On se rappelle de ce joueur, c'est lui qui avait donné le titre à Bordeaux en donnant la victoire contre le PSG. C'est lui qui sert Wilmots, lequel n'inquiète pas Mondragon. Wilmots qui était présent à l'eau, tout comme Christophe Dugarry. Seconde période, long ballon à destination de Fainduno face à Mondragon. Et superbe réflexe du gardien colombien. 1m91, 93 kg. C'est une marmule, mais la marmule s'envole bien, regardez. Beau réflexe, belle envolée sur cette frappe de Fainduno. Bordeaux a eu de nombreuses occasions. Bordeaux ne parvient pas à marquer ce deuxième but qui aurait pu mettre les Girondins à l'abri. Smertin, le Russe, nouveau venu également, entre en jeu en fin de deuxième mi-temps. Car outre Wilmots, outre Smertin, il y a ce joueur, Basto. Il est venu du Benfica Lisbonne, international espoir portugais. Également David Sommeil, 50 millions de francs transférés de Rennes à Bordeaux. Et aussi Frédéric Roux, qui sera le deuxième gardien en remplacement de Teddy Richard, parti à Lille. Fin de match, 91e minute. Nous sommes dans le temps additionnel. Asli tacle ce ballon et c'est Bastien qui vient pousser cette balle au fond des filets. Metz arrache le nul dans les arrêts de jeu. Un bon point pour Metz, dommage pour Bordeaux qui n'a pas su se mettre à l'abri. Il y avait 30 000 spectateurs hier. Joël Muller, grande satisfaction que d'obtenir ce point du match nul dans les derniers instants, mais même s'il y a les blessures de Brilloury-Promont ce soir. Oui, ça nous est arrivé tellement souvent la saison dernière de perdre des points dans les dernières minutes qu'on est bien content ici pour le premier match de venir accrocher un match nul, surtout que notre deuxième mi-temps a été de meilleure qualité de la première. On a été malmené et battu sur le plan organisation. Deuxième mi-temps en rééquilibrant un peu les choses. On a fait jeu égal. Et bon, on a profité aussi de l'absence de Lasland et puis la sortie de Dugarry. Donc ça donnait un peu moins de poids offensif à l'équipe de Bordeaux. Et Christophe Bastien, Grégory-Promont, il est sorti sur blessure. Et on sait que c'est une blessure importante. Un petit mot d'abord du blessé Grégory. Ça va? Importante, c'est moins important que prévu en fait. Donc c'est une petite entorse. Donc ça va. Bon, ça c'est une bonne nouvelle, et une bonne nouvelle c'est pour Christophe Bastien qui vous a succédé sur le terrain et but. Et qui revient de blessure aussi. Ça fait du bien, c'est super, ça permet dans les dernières minutes comme ça, c'est toujours des joies intenses quoi. C'est bien, je crois que sur la deuxième mi-temps, à mon avis on le mérite. La première mi-temps on a été un petit peu difficile, mais je crois qu'on le mérite sur l'ensemble du match. Metz qui se devait de confirmer à Saint-Symphorien devant son public. Et une première action pour les Messins, tête de Batic, un ancien Auxerrois, superbement arrêté par Fabien Coul. Coup franc de Mérieux, 6e minute. C'est parti, ballon qui parvient à Pierre, le Breton formé à Brest, à Metz depuis plusieurs saisons. Maintenant Pascal Pierre qui marque son 7e but en 335 matchs de championnat de France. Il disputait hier soir son 335e match. Les Auxerrois ne mettent pas longtemps à réagir après ce premier but, puisque dans la minute suivante, c'est Capot sur une bonne remise de Guy Varche qui permet aux hommes de Daniel Roland d'égaliser. Capot que l'on avait entrevu l'an passé en première division, et un but partout donc entre Metz et Auxerre. Les Messins toujours, nous sommes maintenant en seconde période, et une tête
de Beaufin qui passe juste à côté du but de Cole, lequel Cole s'était bien détendu. On retrouve encore les Messins et cette fois une tête d'Asli sur ce centre de Chemel. Ce n'est toujours pas cadré alors que Cole semblait une nouvelle fois sur la trajectoire. Encore un centre de Chemel. Cole qui va sur ce ballon, il se heurte à Asli, but de Beaufin, mais le but est refusé pour cette charge sur Asli. 84e minute, Cissé remplace Taigno du côté d'Auxerre. De nouveaux visages, côté auxerrois auquel il faudra se faire. Cissé notamment champion d'Europe junior avec l'équipe des Bleus et des moins de 18 ans. Regardez ce super barré sur cette nouvelle tête d'Asli, super barré de Cole. Asli qui se tient la tête d'ailleurs. On passe à la 93e minute, nous sommes dans le temps additionnel. Djibril Cissé a effacé Gaillot face à Carsten Dutch, une frappe terrible des 20 mètres qui ressemble un peu au but d'Arocha, le Nantais contre Monaco. Vous allez le voir, Djibril Cissé est un petit peu aidé par le rebond. Enfin, ce but ne doit rien à personne. Regardez, vous allez voir, la balle elle va juste rebondir et c'est là qu'il la prend. Trajectoire parfaite, victoire d'Auxerre. Mondragon est dans les buts, il a 29 ans, il est né à Cali en Colombie, 1m91, il vient d'Independiente, c'est un formidable gardien, comme on va le voir dans ce résumé. Les Messins sont en jaune exceptionnellement et ceux qui se procurent la première occasion, Chemel, après une dizaine de minutes sous les yeux de Jacques Santini. Mais c'est une très bonne équipe de Metz en ce début de partie avec Baticle qui a transmis à Jaguer dans la surface de réparation. Il y a pénalty de Bach pour cette faute de Bach, mais monsieur Colombo ne siffle pas. Et c'est votre avis, il y avait faute? Ouais, pénalty, sans doute. Et malheureusement pour les Messins, l'arbitre n'a pas sifflé. Malbranque pour une réaction lyonnaise. Les Lyonnais en difficulté durant cette première période, mais déjà un bel arrêt de Mondragon après une demi-heure. Il faut aller la chercher parce que c'était cadré. Très certainement, il a mis ce ballon en corner. Toujours en première période. Regardez ce qu'a fait Anderson. Avec son contrôle, il a mis dans le vent son défenseur. Et pour mieux s'en rendre compte, Rai, regardez, parce que ça, c'est super. Olé! Ouais. Et ça va vite. Et la frappe est au centre du but. Mondragon, c'est un gardien qui ne prend aucun risque. Il joue beaucoup des points. Et nous sommes cette fois-ci toujours à la fin de la première période avec bicyclette de Marley. Plus exactement, nous avons changé de mi-temps, comme vous vous en êtes rendu compte, puisque Marley c'était de l'autre côté, toujours 0-0. Et Jaguer sur le côté droit avec toujours les Messins qui sont à l'attaque. Et cette fois-ci, il va toucher le poteau. C'était habilement fait, si c'est ça qu'il voulait faire. Et ce n'est pas terminé avec Jaguer, puisqu'il récupère ce ballon. Il va se présenter seul et il marque le premier but. Non, poteau. Il avait fait le plus dur, il a éliminé Coupet. Les Messins, au vu des occasions, mériteraient sans doute de mener à la marque. Et au lieu de cela, nous allons terminer ce match avec un pressing lyonnais. D'abord une tête d'Anderson. Mondragon qui déplie son 1m91 pour aller chercher ce ballon. Au ras du poteau, ce n'est pas terminé. Les arrêts de jeu à présent avec une frappe lointaine de Tony Vérel qui est entré en jeu. Tony Vérel n'avait pas commencé cette rencontre. C'était Marley qui jouait jusqu'à la 65e minute. Et belle claquette là aussi de Mondragon. Et on va terminer avec celui qui a été l'homme de cette rencontre, incontestablement. Il faut aller encore la chercher parce que vous allez le voir là aussi. La frappe de Violo qui est entrée pour le dernier quart d'heure également. Et bien cette frappe de Violo était cadrée. 0-0. Joël, on peut dire que c'est une très bonne performance de Metz ce soir. Ben oui, parce qu'on venait à Lyon dont on savait qu'il leur fallait absolument prendre 3 points ce soir, parce qu'on restait sur une défaite à domicile imméritée contre Auxerre, et puis parce que je crois qu'on a sur le plan défensif et de l'organisation fait face aux Lyonnais, même si dans les dernières minutes Farid Mondragon nous a sorti quelques balles chaudes. Farid Mondragon, vraiment une grande performance ce soir, il était partout. Il a fait ce qu'il fallait pour préserver le résultat nul. Je pense que on aurait même pu marquer un but sur le contre de Chan Djejer, mais je crois que sur le 0-0 c'est satisfaisant. On n'a pas senti en fait cette défaite contre Auxerre n'a pas trop pesé dans les esprits. Non, parce que les garçons ne l'ont pas mérité et ils ont fait un bon match. Ça s'est joué comme c'est parfois dans les circonstances à peu de choses. Et ce soir, ils ont prouvé qu'ils étaient toujours aussi performants à l'extérieur au niveau de leur envie de réussir une bonne saison.
soir, il y avait 19 500 personnes. Joël Muller, Philippe Bergerot, les deux coachs avec Fred Mérieux pour un premier ballon sur la droite. Et là, c'est une excellente sortie de Dominique Casagrande devant Jonathan Jaguer. Il faut y aller en position de libéraux. Il faut aller au pied. Il ne faut pas se trouver parce qu'il est en dernière position. Une défense remaniée du PSG avec Mendy et Distin sur les côtés. El Karkouri et Rabé dans l'axe. C'est un festival de Dalmat. Peut-être le Parisien le plus en vue. C'est lui qui a donné ici à Christian. Il est sifflé en position de hors-jeu. Mais bravo vraiment à Dalmat, qui est très à l'aise des deux pieds. Il les enchaîne pied droit, pied gauche. Et Christian qui bute sur le gardien de Metz. Dalma, puis Benarbia pour Anelka en profondeur. Nicolas Anelka, une bonne occasion dans la situation comparable à celle dans laquelle il s'est trouvé face mercredi soir avec l'équipe de France. Et cette fois-ci, il bute sur Mondragon, le nouveau gardien messin. Un centre tordu de Mérieux, une reprise de la tête de Grégory Proman. Superbe corner. Vraiment, car c'est un ballon qui vraiment est frappé très puissamment. Et Grégory Proman qui touche donc le bois. Match équilibré, bon match dans des conditions difficiles parce qu'il faisait très lourd, très chaud hier soir. Et malgré cela, on voit du spectacle. Beaufin, Mérieux, 1-2. Beaufin, nous avons changé de mi-temps. Et Beaufin, vous avez vu, il s'est fait très mal dans un panneau. Et vous allez le voir avec le ralenti qui arrive. Il s'est fait mal à la tempe en prenant un coup. C'est le coin du panneau. Paf, ça fait mal. Il saignait et on va lui mettre un pansement et également un bandeau. Cette fois-ci, les Messins paraissent plus frais au milieu de cette deuxième période. Tir de Bastien qui est contré. Beaufin dans la surface de réparation. Un centre de Beaufin en retrait. Fred Mérieux. Casagrande qui ne prend pas de risque. Il a été bon, Casagrande, pendant toute cette première heure de jeu. Et là, il a préféré mettre le ballon en corner. Une légère domination messine à présent avec Beaufin. Centre en direction de Bastien dans la surface. Frappe de Bastien, c'est au-dessus. Bastien qui avait servi Gérald Batic. Cela fait maintenant des occasions pour le Football Club de Metz, mais toujours 0-0. Dalma, regardez Dalma sur le côté gauche. C'est lui qui est le dépositaire du jeu parisien. Il a tenté sa frappe, on la sait bonne, mais ce n'est pas encore rentré. Il reste un petit quart d'heure. Alors que Anelka, pressé par Toys, ça a été un match Toys-Anelka, et Toys s'en est très souvent bien sorti. C'est lui qui a dégagé ce ballon, et Beaufin qui élimine Mendy. Il est passé devant Mendy, et c'est Asli qui peut récupérer ce ballon. Asli qui élimine El Karkouri et qui marque. Après 75 minutes, Asli élimine d'abord Mendy, puis El Karkouri. Et à 19 ans, Asli qui était entré en jeu, voilà, il prend ici le meilleur sur Mendy. Il file, il a du culot, il est très grand, 1m90, il est tout jeune, 19 ans, il arrive de Sarreguemines. C'est son 4e match simplement en pro. Il n'a jamais été pour le moment titulaire. Il est rentré lors des 3 premiers matchs et évidemment c'est son premier but chez les professionnels. Ça fera date parce que c'est un but obtenu face au Paris Saint-Germain. Il reste très peu de temps avec Nicolas Anelka à la 89e minute. Anelka qui a donné à Robert, entrée en jeu à la 79e minute à la place de Luxin. Et c'est vrai que l'entrée en jeu de Robert a donné davantage de puissance au jeu parisien, mais on termine sur ce score d'1-0 et nous allons écouter Asli, le buteur d'un soir. Asli, c'est un grand moment que vous vivez. Ah, le plus grand pour l'instant, c'est le plus grand moment que j'ai jamais passé là. C'est formidable. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez marqué? On essaye de faire tout ce qu'on peut, mais qu'est-ce qui passe par la tête? On est ailleurs, je suis plus sur terre là. Plus sur terre. Est-ce que vous vous rendez compte aussi que ce début de saison est extrêmement positif pour vous? Vous rentrez à Bordeaux, vous donnez la passe décisive, vous marquez ce soir contre le Paris Saint-Germain, première victoire du FC Metz. C'est une sacrée rentrée pour vous dans cette équipe. Ouais, disons que c'est vrai que je suis bien préparé cet été avec l'équipe première. Bon, pour l'instant, la chance
elle me sourit, tout est positif pour l'instant. Maintenant, il va falloir travailler encore plus pour continuer, quoi. Et là, ce soir, évidemment, vous repensez à ces années où ça a été difficile, quand vous étiez au centre de formation, que vous êtes reparti à Sarreguemines et qu'on vous a finalement rappelé à Metz. Tout qui repasse, là. Il y a tout qui repasse, quand c'est vrai que déjà, j'ai pas suivi une filière assez... Quand je vois, il y a 2 ans, j'ai joué sur le terrain de DH. Et maintenant, je me retrouve ici, je marque un but contre le Paris Saint-Germain. C'est le plus beau jour de ma vie, là. Comment l'ancien juge le petit nouveau qui a marqué ce soir? Très bien, je crois que ça doit être sa 3e ou 4e rentrée en cours de match. C'était déjà très bien les premières rentrées. Je crois que cette fois-ci, il a la chance de trouver le chemin du but. Il pèse, il est grand, il est athlétique, il a beaucoup de technique, de la vitesse. Beaucoup d'enthousiasme, très réceptif au conseil du coach, du groupe. Il a déjà une très très grande base et il est réceptif au progrès. Donc, il va falloir s'attendre à un grand joueur. Alors parlons de cette rencontre, ça a été quand même difficile, physique et éprouvant jusqu'au bout. Très dur. Déjà, il y a la chaleur, je crois que c'est dur pour les 2 équipes, puis très dur de par la qualité de l'adversaire. On avait décidé de combattre vraiment à tous les coins du terrain pour l'emporter. Lorsqu'on n'a pas sur le papier la même valeur d'effectif, il faut lutter sur le terrain avec plus de solidarité, plus de courage et de morale. On a essayé. Malheureusement pour nous, eux étaient aussi très forts dans ces domaines-là, donc ça s'est joué à des petites choses, à 2 fois rien. Et heureusement, cette fois-ci, les petits détails ont été en notre faveur. C'est le déclic pour lancer la saison. J'espère, en tout cas, ça nous lance un petit peu dans le classement, parce qu'avec 2 points et 3 bons matchs joués, on n'était pas tellement récompensé au niveau du classement, et cette fois-ci, avec 5, disons qu'on rattrape un petit peu le temps perdu. Son autographe commence à prendre de la valeur en Lorraine. Eric Asli est la nouvelle coqueluche des jeunes Messins. À 19 ans, celui qui n'est toujours pas professionnel a marqué le but de la victoire, son premier en D1 face au PSG. Une reconnaissance soudaine qui ne change en rien le personnage. Ça change rien. Bon, c'est vrai que j'ai eu pas mal de sollicitations, mais je veux dire, vous savez, j'ai fait que 4 matchs. J'ai à peu près 1 heure de jeu en D1. Alors, je veux dire, j'ai encore rien prouvé. Le jour où j'aurais fait une carrière comme Sylvain ou bien Gérald ou Fred Mérieux, je pourrais dire que j'ai acquis quelque chose, quoi. Pas encore là. Des exemples qui n'hésitent pas à encadrer leur jeune attaquant qui évoluait encore en DRH sous le maillot de Sarreguemines il y a 2 ans. On sent comme d'habitude, hein. On conseille comme toujours comme d'habitude. On dit de continuer à travailler et voilà, quoi. Du haut de son 1m93, Asli ne passe pas inaperçu. Le jeune homme possède un physique impressionnant, pourtant c'est bien de ce côté-là qu'il se juge encore un peu juste pour l'élite. Physiquement, entamer un match en D1, non, je pense pas. Je suis pas encore prêt. Faut que je travaille encore. Parce que c'est vrai que ça va très vite. C'est intensif, il faut toujours être prêt. C'est vrai que je suis pas encore prêt physiquement. Asli ne possède que 100 minutes de jeu en D1, mais avec un but et une passe décisive comme bilan, il pourrait bien être le joker que Metz cherche depuis longtemps en attaque. Joël Muller et les Messins, tombeurs du PSG lors de la précédente journée, voulaient confirmer à Lille chez un promu en forme en ce début de saison. Et ce sont bien les Messins qui ouvrent la marque après cette tête de Jäger. Bastien a bien suivi à la 26e minute de jeu et Christophe Bastien inscrit son 2e but depuis le début de la saison. On revoit cette tête de Jonathan Jäger et Christophe Bastien qui devance la sortie d'Eric Alibert. Les Lillois doivent attendre la seconde période pour égaliser. Ce centre de Jason Boutwal repris par Mikkel Beck, le Danois, qui inscrit son premier but dans le championnat de France à la 53e minute. Le centre de Jason Boutwal, le capitaine nordiste. À la 66e minute, Geoffrey Toys va faire une main dans la surface de réparation. Edwin Murati face à Farid Mondragon pour le penalty et l'arrêt du gardien international colombien, qui confirme qu'il est une des attractions de ce championnat de France 2000-2001. Excellent depuis le début du championnat. Il a attendu le dernier moment pour détourner ce penalty du pied, mais les Lillois ne vont pas abdiquer à la 81e minute sur cette passe de Pignol. C'est Dagui Bakary qui inscrit son premier but en D1.
Un but qui donne la victoire aux Dogs lillois. Et les promus qui reviennent dans le trio de tête avec un échange de maillots plutôt sympathique entre les frères jumeaux Fernando D'Amico, le Lillois, et son frère Patricio D'Amico. C'était la première fois qu'ils jouaient l'un contre l'autre. Confirmation avec un duo de tête nordiste. Un point sépare Lens de Lille. Les Lillois deuxième grâce à une meilleure différence de but sur le PSG et Nantes. Bastia et Auxerre suivent avec 9 points. Saint-Etienne et Monaco avec 8 points. La deuxième partie du classement, Lyon remonte de la 14e à la 12e place. Bordeaux toujours 16e et premier relégable devant Strasbourg. Et en bon dernier avec un petit point en 5 matchs. De la Mirabelle au stade Saint-Symphorien pour donner le coup d'envoi de ce derby de l'Est à la plus grande joie de Claude Leroy. Joie de courte durée, 35e minute, Baticle s'écroule dans la surface, pénalty pour Metz, c'est Mérieux qui s'en charge, mais superbe arrêt de Debesse. En face, Mondragon lui aussi doit se mettre en valeur sur cette reprise de Martins et à nouveau in extremis, le Colombien sauve le but. Strasbourg domine en deuxième période mais finit à 9 avec les expulsions de Deveau et de Fischer et à la 88e minute, main idiote de Doucanti dans la surface, nouveau pénalty lorrain, Baticle le réussit. Metz l'emporte 1-0. Eric Asli, la révélation, voire la résurrection, car malgré ses 19 ans, le tout jeune attaquant messin revient déjà de loin. Asli a 13 ans lorsque le FC Metz le repère une première fois. Malheureusement, le club ne donne pas suite et l'adolescent repart vers Sarreguemines, son club formateur. 5 ans plus tard, le FC Metz le rappelle. Didier Philippe, son entraîneur et mentor, ainsi que Francis de Tadeo, responsable du centre de formation messin, sont cette fois convaincus. Eric Asli est prêt à franchir le pas. Francis de Tadeo l'avait remis là-bas en attendant qu'il pousse, parce que contrairement à son état physique d'aujourd'hui, il était très en retard à 13 ans. Donc on l'a remis, je dirais, en pouponnière. Et puis vous avez vu ce que les Sarregueminois en ont fait, donc un bel athlète. Je crois que c'est un peu une exception, parce qu'il nous est arrivé forcément d'avoir des très bons jeunes, comme Baptiston, Zégnier, Jean-Philippe Dehon et j'en oublie, Jean-Philippe Rohr, Morgante. Mais c'est vrai que c'est une ascension un petit peu accélérée, entre guillemets. Maintenant, comme toujours, il faut confirmer. Le plus dur n'est pas ce qu'il a fait, le plus dur reste à venir. Malgré une ascension hors norme, un an sépare son titre de meilleur buteur de DHR à son intégration chez les pros, Eric Asli reste le même. Que ce soit face au PSG ou à Anderlecht, en championnat d'Europe des moins de 21, l'attaquant dispute toutes les rencontres avec le même appétit. J'ai un caractère qui est assez simple. J'ai mes parents qui m'ont élevé comme ça. Je sais pas, j'ai toujours resté comme ça. Je ne vois pas pourquoi je devrais changer, quoi. C'est déjà un début de mon rêve, ça c'est sûr, certain. Et bon, c'est clair que je vais travailler pour essayer de faire mieux. C'est clair. Mais c'est vrai que c'est un rêve. Franchement, un rêve qui devient réalité. Au FC Metz, le petit prodige peut compter sur un environnement favorable et même protecteur afin de réaliser ce fameux rêve. En dépit de son gabarit, 1,93 m pour 91 kg, le petit Eric Asli nécessite encore beaucoup d'attention, car la suite des événements ne ressemble pas forcément à un long fleuve tranquille. Deux dangers. Le premier concerne sa vie extra-football, avec une certaine dispersion compte tenu de ses sollicitations médiatiques ou autres. Donc là, il lui appartient de vérifier, de faire des choix. Là, on ne peut pas le suivre 24 heures sur 24. Et la deuxième concerne un peu plus l'entraînement. C'est un garçon qui n'a pas encore, ni physiquement ni nerveusement, une saison de haut niveau dans les jambes. Donc il va falloir gérer les moments où il va commencer un peu moins bien et puis un peu le faire souffler, même si c'est difficile à expliquer aux spectateurs. Fierté du FC Metz et de Sarreguemines, Eric Asli est aussi le héros de Beau Soleil, son quartier d'origine. Une auréole qu'il partage depuis peu avec son cousin Alain, champion d'Europe junior de lutte gréco-romaine. Avec les Asli, c'est toute la Moselle-Est qui prouve qu'elle a de la ressource.
beaucoup de monde, comme d'habitude en Bretagne, pour la venue de Metz et de celui qui est peut-être la meilleure recrue étrangère de la saison, le gardien de but de Metz, Farid Mondragon, le Colombien, tout à fait remarquable, encore une fois, dans ses premiers arrêts de la rencontre contre le Stade Rennais. Asli, dans ses œuvres, vous vous souvenez de cet Asli? C'est lui qui avait marqué le but contre le Paris Saint-Germain. Là, il réussit à centrer pour Baticle, un petit peu abandonné à 6 mètres du but de Bernard Lama. Et Metz mène 1-0. Eric Asli, un jeune Lorrain qui monte, un beau gabarit et un garçon qui sent le football. Baticle qui marque son deuxième but de la saison et Metz qui mène 1-0. Il va y avoir beaucoup d'occasions pour les Bretons, mais il y aura toujours Mondragon sur la route du ballon, quelquefois avec de la réussite, mais les Rennais auront le mérite de ne jamais baisser les bras. Mais il n'y avait rien à faire hier contre le Colombien, comme s'en sont aperçus pas mal d'équipes cette saison. Le Guen a beau pousser ses troupes, les dernières actions sont partagées. Lama en libéraux contre Baticle. Et dans les dernières minutes, sur ce coup franc de Gourvenec, tête de Diatta, la transversale. C'est vrai que les grands gardiens ont besoin d'avoir de la chance. Mondragon est de cela. Non, on a de la réussite. On n'en avait pas eu à Lille. On menait également 1-0 à Lille. Et à la mi-temps, on s'était dit que ce coup-ci, il fallait tenir. Puisque bon, on avait échoué là-bas. On avait pris 2 buts en deuxième mi-temps. Donc bon, là, ça tient encore une fois à peu de choses. Je pense que les Rennais ont tout tenté. C'est vrai qu'il y a encore une barre à la fin. Donc les matchs en ce moment, pour nous, se jouent à très peu de choses. On a une semaine très bénéfique, puisque les 2 fois, ça penche de l'autre côté. Maintenant, bon, il reste quand même encore beaucoup de boulot, mais on a fait un bon match, on est vraiment satisfait. Quand on sort d'un match gagné comme ça à la dernière minute contre Strasbourg, est-ce que vous avez craint un petit peu un relâchement de la part de votre équipe? Oui, c'est vrai que je le craignais, parce que c'était l'objectif principal de la semaine, en fait, cette victoire à domicile. Dans la mesure où on l'avait acquise, c'est vrai que je craignais un petit peu une décompression. Donc on a essayé dans la préparation de faire l'effort là-dessus, en se disant que psychologiquement, il fallait pas se relâcher justement. Bon, c'est entre les paroles et ce qui se passe sur le terrain, parfois il y a un décalage. Mais bon, ce soir, je pense que tout le monde a vraiment donné le maximum. On a eu la chance d'ouvrir le score. Donc après, on s'est battu comme des chiffonniers pour maintenir ce résultat. Je pense que dans l'ensemble, on a quand même bien maîtrisé la situation. On a essayé de défendre assez haut. Bon, mais c'est vrai que les Rennais peuvent être déçus. C'est pas un hold-up, mais enfin, c'est vrai que c'est une défaite quand même dure pour eux. Mais bon, chacun ses problèmes. On en a eu énormément. Donc là, on savoure cette victoire. Et est-ce que les ambitions messines sont plus élevées maintenant? Non, pas du tout. Là, vous savez, ce soir, après cette semaine riche en émotions, on va savourer ça. Et maintenant, on a 2 matchs à domicile. Donc, c'est vrai que le fait de recevoir Sedan et Monaco, c'est une belle perspective. Mais Sedan vient de battre Monaco, justement. Donc, tous les adversaires sont coriaces. Et on va continuer à travailler tranquillement. On revient de loin. On ne peut pas tellement faire de perspectives trop hautes pour l'instant. On va déjà s'attacher à bien jouer et les résultats suivront. Reste sur 2 succès consécutifs obtenus sur le même score, 1-0. Manolo, bien sûr, qui est toujours là. Et c'est parti donc avec une première mi-temps verrouillée. Il y a eu assez peu d'occasions de but. Baticle dans la surface de réparation. Les défenses prennent le pas sur les attaques, comme on dit dans ces cas-là. Une bonne frappe, cependant, de Bastien. C'est vrai que Metz c'est la meilleure défense du championnat avec 5 buts d'encaissés simplement, à égalité avec Bastia. À la fin de la première période, et c'est Baticle en retrait pour Castendutch. Sylvain Castendutch, l'un des vétérans de la première division, sous les yeux d'Alex Dupont. C'était hier soir son 563e match. Il joue depuis 1982. Il a eu 37 ans il y a quelques jours. Et tout va bien pour lui. Chemel pour la deuxième période qui glisse sur la droite en direction de Baticle. Il y a Asli qui a décroché au centre et c'est bien joué. Une reprise, belle reprise de Bastien, encore lui. Alors qu'après 66 minutes, c'est Jagère qui prend la place de Asli. Asli, vous vous souvenez, c'est le jeune joueur de 19 ans qui a marqué le but face au Paris Saint-Germain il y a 3 semaines. Jagère le remplace pour la dernière partie de cette rencontre. Et Jagère justement dans la surface, bien arbitré, monsieur Layek, parce qu'il n'y a absolument pas faute, mais un superbe tacle de Satora, le capitaine et libéraux de Sedan.
Alors que nous abordons le dernier quart d'heure avec une frappe de Chemel qui a été très bon hier soir. C'est un arrière latéral très offensif et il frappe. Bel arrêt de Sachi. Tout à fait, une belle claquette. Trajectoire fuyante, Chemel a fait ce corner, il est dégagé et dans les pieds de Pascal Pierre, l'un des vétérans également de cette équipe, puisque Pascal Pierre a 35 ans, il en est lui à 431 matchs en D1 et la défense de Metz totalise 1363 matchs de première division. C'est beaucoup, alors que Bastien dans la surface à 5 minutes de la fin, en retrait, Gingère but. Superbe. Superbe ce qu'a fait Bastien d'abord, alors que la passe était d'Amico. D'Amico avait remplacé Mérieux, Bastien qui attend et Gingère qui marque là son deuxième but en première division, le premier de cette saison. Gingère qui revient de Louan-Cuiseaux, il a passé une bonne saison, il s'est refait une santé. Et Metz retrouve sa chenille. Ça vous fait du bien de marquer parce qu'on sait que Eric Asli avait la réussite, pas vous. Vous aviez beaucoup donné mais pas de réussite. Ouais, c'est vrai que j'avais pas beaucoup de réussite depuis le début de la saison. Là, je profite d'une superbe passe de Christophe Bastien qui me met un super ballon pour la mettre au fond. Et c'est vrai que j'en avais besoin parce que je commençais un peu à me poser des questions. Et puis ce soir, je suis très content. Et j'ai dit ce but à ma petite fille qui va bientôt naître dans 15 jours, 3 semaines. Est-ce que vous sentez que le FC Metz est capable de faire ce qu'il y a eu il y a 2-3 saisons avec ce qu'on voit là en ce moment? Eh ben, on a un groupe qui n'a pas beaucoup changé depuis l'année dernière. Il y a des jeunes qui montent, Eric, il y a beaucoup de monde derrière qui monte. Et là, on prend pas de but et à chaque match, on met un but. Donc pourquoi pas, bon, on n'en rêve pas pour l'instant, mais on prend les matchs les uns après les autres et on verra par la suite. À quelques heures du référendum, les commentateurs politiques vous le confirmeront, l'analyse des chiffres est un exercice difficile. Dans le football, c'est pareil. Le FC Metz, par exemple, affiche des données chiffrées plutôt paradoxales. Plus mauvaise attaque avec Strasbourg, la lanterne rouge, meilleure défense. Le FC Metz occupe pourtant la 4e place du classement, à 1 point du leader. Alors, quelle explication donner à cette situation? Les premiers éléments de réponse avec les principaux intéressés. L'essentiel, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, de gagner les matchs. Là, pour l'instant, c'est ce qu'on fait et le reste, c'est du baratin. Les véritables statistiques, c'est le classement, c'est les points. Le reste, c'est bien pour les journalistes, c'est bien pour les pseudo-spécialistes du foot. Mais nous, sur le terrain, c'est la victoire et les points au classement qui comptent. C'est pas facile de gagner 3 fois sans prendre de but. Quoi qu'en disent certains qui font toujours un peu la fine bouche, en particulier dans la région parisienne. Personne n'a jamais été récompensé pour avoir eu la meilleure attaque en fin de saison. Il n'y a pas de challenge, il n'y a rien. Donc moi, ça m'importe peu. Le plus important, c'est de gagner. C'est ce qui se passe. On revient quelques années en arrière, je crois qu'en Catenaccio en Italie, où on mène 1-0, on gagne 1-0, on ramène 3 points, c'est le plus important. Vu de Metz, il n'y a donc aucun paradoxe, c'est clair et sans décodeur. Allier la meilleure défense à la plus mauvaise attaque, ça ne pose aucun problème, le contraire serait plus inquiétant. En fait de paradoxe, le FC Metz cultive sa différence. Différence entre une défense très expérimentée, Castendush, Pierre et Gaillot totalisent plus de 1300 matchs en première division, et une attaque pleine de jeunesse. Asli et Gingère sont des bleus à ce niveau. Et puisqu'il est question de différence, ces deux-là ne sont pas mal non plus. 1m91, 93 kg pour Asli, 1m72, 69 kg pour Gingère. Deux gabarits différents, mais rien de paradoxal. On est assez complémentaires, lui il est grand, costaud, il porte sur la défense, moi je suis petit, vif, donc c'est vrai que c'est la complémentarité. Sur un point, les chiffres sont incontestables. La grande force de Metz réside dans sa stabilité. Alors pourquoi un tel début de championnat après une dernière saison laborieuse? Simplement parce que cette fois, la pièce retombe souvent du bon côté, du moins celui des Messins. Notre football, malheureusement, n'est pas meilleur que celui de l'année dernière pour l'instant. Il s'avère simplement qu'on est plus efficace et plus réaliste. Alors si on peut améliorer la qualité de notre jeu, je pense qu'on améliore aussi la qualité des résultats. Face à Monaco, Metz recherchera son 4e succès consécutif. De quoi entrevoir l'avenir avec sérénité et ambition. Dutch qui a transmis en ce début de rencontre à Fred Mérieux, le meneur de jeu du FC Metz. Ballon perdu qui a été récupéré par Nonda. Le voici le ballon maintenant dans les pieds de Julie Nonda qui est à la limite du hors-jeu mais il n'est pas hors-jeu. Après 6 minutes, but de Nonda. C'est le 3e de la saison mais au départ c'est un ballon perdu
par les Messins dans l'entrejeu et Nonda qui attend la sortie de Mondragon pour marquer du pied gauche. C'est bien joué et très bon ballon d'un des meilleurs joueurs de cette partie hier soir. Il est en pleine forme actuellement. Il s'agit de Ludovic Giuli et il a fait vraiment un match remarquable. C'est Baticle qui se heurte à Porato. Bonne sortie du gardien monégasque. Nous sommes toujours dans le premier quart d'heure et c'était un très très bon match hier soir avec beaucoup d'occasions de but, du rythme, du spectacle également avec Jagère ici dans la surface qui frappe, qui tente sa chance. Jagère qui avait marqué la semaine passée face à Sedan et Giuli, regardez! Giuli qui va très très vite, il a fait une feinte pour donner à Marco Simonet à une vingtaine de mètres. Simonet qui ouvre sur le côté et une frappe de Marquez au-dessus de la barre transversale. Du beau jeu, de la qualité vraiment, et Monaco qui cherche un match référence, et bien Monaco est en train de le produire en ce début de rencontre, alors qu'ici il y a une très belle tête de Bastien et qu'elle est stoppée par Porato. Beaufin sur le côté droit, on ne s'ennuie pas. La fin de la première période, Beaufin qui a transmis dans la surface avec Jagère qui est accroché dans la surface, Monsieur Ruffray qui ne siffle pas de pénalty. C'est vrai que les Messins, depuis le début de saison, ils ne sont pas vernis avec les pénaltys puisque Jagère avait été crocheté à Lyon et l'arbitre n'avait pas sifflé pénalty. Et cette fois-ci, il y a sans doute faute, en tout cas il y a accrochage. Il retient Christenval dans la surface alors que Christenval marque ici contre son camp à la 45e minute. But contre son camp à la suite de ce coup franc. C'est très dur de savoir qui a marqué. Le coup franc est de Mérieux, mais il semble, après avoir vu plusieurs fois les images, que ce soit Christenval, et c'est ce qui surprend d'ailleurs Porato. Un but partout à la 45e minute, match équilibré finalement avec ce pénalty refusé. Et nous sommes repartis en deuxième période avec une petite baisse de régime des joueurs de la Principauté dont ne profite pas Baticle ici en tout début de deuxième mi-temps, 65e minute. Puis ça va aller mieux après pour Monaco qui exceptionnellement hier soir jouait en blanc avec une Mondragon qui sort ici à Nonda. En pleine surface Mondragon, on le dit à chaque fois, c'est vraiment une très très belle acquisition des Messins. Changement ici avec Perchaud, le Croate, qui donne les consignes à Simonet. Il a remplacé Nonda à la 72e minute. Perchaud qui va hériter de ce ballon. Il y a possibilité de la jouer au centre, mais il la tente perso, si j'ose dire, et il marque à la 73e minute. Mais vous allez le voir là aussi, ce ballon a été détourné et sans doute c'est cela qui a surpris, détourné par Pierre. Partez de l'autre côté, Mondragon, 2-1 pour l'AS Monaco. Mais les joueurs de Metz qui ne capitulent pas à l'image de Mérieux, c'est au-dessus de la barre. Il y avait hier soir 19 000 personnes, on l'a dit en début d'émission, il y avait beaucoup de monde hier soir dans le stade. Et 19 000 personnes alors que le stade Saint-Symphorien n'est pas achevé. Giuli sur le côté droit, ça a été l'homme du match. Il rentre dans la surface, Giuli, il enchaîne et c'est dedans. Superbe. But de Ludovic Giuli. Il avait été très bon contre les Glasgow Rangers mercredi soir. Et un but à la Laurent Robert. Eh oui, vraiment beau but. C'est le 3e de sa saison. Et nous allons terminer cette rencontre avec une frappe sur le poteau de Bastien. Victoire de Monaco. C'est bon. Difficile, hein? Position très difficile. Quand tu as un enfant, tu dis à gardien, ici bon, bien, hein, bien, ça va, bien, pas de problème. Mais après, et tu arrives à la professionnelle, première division, oh là là, la responsabilité, beaucoup, hein. So, ici, tu réfléchis, tu dis, qui je suis gardien? Mieux jouer attaquant. Gagner beaucoup d'argent, tranquille, marquer les buts, les stars, tous les temps.
c'était un gardien que tu aimais beaucoup. Et Higuita, c'est unique, personnage. Unique, et très gentil, très bon ami. Tu feras le coup du scorpion comme lui un jour? Non, non. Pas possible avec ma taille. T'es trop grand. Et Higuita, plus agile, beaucoup agile et très bon gardien. Et la Colombie te manque pas trop? T'es pas trop dépaysé ici? Oui, la Colombie, c'est mon pays d'origine, le pays où je suis né et évidemment le pays que j'adore. Mais hélas, il passe un moment politiquement difficile à cause de l'insécurité, de la guérilla et des narcotrafiquants. C'est quoi ton plus beau souvenir, Farid, dans le football? Mes plus beaux souvenirs, je crois que c'est quand j'ai gagné la Supercoupe avec Independiente en 1995 au stade Maracanã. Et puis aussi ma prestation personnelle au Mondial 1998 en France. Et ton pire souvenir? Pour le moment, il y en a deux. En 1997, les éliminatoires pour la Coupe du Monde ont été difficiles toute l'année. Et puis il y a eu Saragosse. Ça aussi, ça a été dur. Parce que j'ai été l'objet d'une campagne de presse désastreuse. Et finalement, j'étais le bouc émissaire du public et des journaux. Quel est ton plus bel arrêt ici en France? C'est deux. Et les deux, le même stade, en Lyon. Le premier, il est match Roumanie-Colombie. Et après, Lyon-Metz avec Sonny Anderson. Les mêmes buts, les mêmes stades. Never know how much I love you, never know how much I care. And when you put your arms around me, I get the fever that's so hard to bear. You give me fever. Tu voulais jouer en France? Oui, pour avoir en France, aujourd'hui, c'est très prestigieux pays avec football, champion du monde, champion d'Europe. Après, Metz, c'est un club très sérieux, très familial. Mais tu connaissais Metz? Oui. Je connais, connais beaucoup pour son centre de formation. Et après, Carlo Molina est son président et une personne très sérieuse et très prestigieuse. Mais quand on est venu te demander de jouer à Metz, tu savais où c'était? Tu as regardé sur une carte de France, c'est où Metz? Quand j'ai signé mon contrat, il m'a dit Metz tout le temps été. Je dis ok, d'accord. Tout le temps quoi? Tout le temps été. Et t'as prévu? Après, je suis arrivé, il m'a dit novembre, décembre, janvier, février. Moins 10, moins 5 degrés, T'es quel genre de joueur sur un terrain, Farid? Sur le terrain, je suis un joueur de tempérament, parfois un peu agressif. Je parle beaucoup, je crie beaucoup, j'organise beaucoup la défense. Mais quand les 90 minutes sont passées et que je sors du terrain, je suis complètement différent. Je suis plus tranquille, plus calme. Et tu es croyant aussi? Oui, je suis croyant et je prie. Ouais? Oui. Tout le temps? Tout le temps. Pour gagner un match ou... Non, pour le salut, pour pas blesser, pour moi et pour mon coéquipier, pour l'adversaire, pour tout le monde. Toi, tu danses beaucoup aussi? Oui. T'aimes bien? Tu danses avec moi? Non. Reconquérir le fauteuil de leader, les Bastiais connaissent à l'avance l'enjeu de leur rencontre face à Metz. Des Messins pris d'assaut d'entrée par les attaquants corses. Frédéric Ney face à David Régis. Centre lobé de Ney pour la tête de Pierre-Yves André. C'est la barre qui repousse le ballon. La Chuer ne peut reprendre et les Lorrains se dégagent. Occasion sans frais.
Dans la même minute, petite balade de Demetrius Ferreira qui trouve de l'extérieur Pierre-Yves André à nouveau. Frappe puissante mais en plein sur Farid Mondragon qui ne bronche pas. Bastia encore et toujours avec Yann Lachuer en profondeur pour Frédéric Ney. Le meilleur buteur du championnat tente sa chance avant le retour des défenseurs lorrains. Mais son tir passe à côté. Dans les cages corses, Éric Durand en est réduit au chômage technique. Son homologue messin, le Colombien Mondragon, est beaucoup plus sollicité par des Bastiais largement dominateurs. Lachuer au corner, on joue la 42e minute. Un corner légèrement sortant qui atterrit au 6 mètres. Laurent Casanova est au rebond pour reprendre de demi-volée et ouvrir la marque. Premier but cette saison du capitaine corse de retour de blessure après 2 mois d'absence. Un retour sur l'île évidemment en beauté pour ce pur produit bastien. En seconde période, les Messins, pour couper l'appétit des Corses, sortent un peu plus de leur réserve. Coup franc de Frédéric Mérieux sur la barre transversale. C'est la première véritable sueur pour Éric Durand qui semblait battu. Il a tout de même fallu attendre la 72e minute du match. Un match engagé physiquement, Ney parti à la limite du hors-jeu, entre en collision avec Mondragon. Spectaculaire, un peu effrayant, surtout au ralenti, mais plus de peur que de mal pour Ney qui se relèvera. Metz avait beau être avant cette rencontre la meilleure défense du championnat avec 8 buts, c'était aussi avec le même chiffre l'attaque la moins efficace. Confirmation à la 81e minute, Gérald de Baticle manque le cadre. Des Lorrains qui ne sont pas à l'abri du chaos, une de Ferreira Lachuer sur l'aile droite, le Brésilien vise la cage dans un angle impossible mais inquiète très sérieusement Mondragon, surpris par cette frappe lointaine. Mondragon tout de même sur la trajectoire du ballon. Metz avec Baticle aura une dernière chance d'égaliser mais sans succès. Bastia s'impose 1-0 et efface le revers rennais subi à Furiani il y a 2 semaines. Au classement, c'est désormais Bastia qui occupe la tête devant le Paris Saint-Germain et Lens. Il n'y a que 3 points entre les Lensois 3e et les Auxerrois 12e. Saint-Etienne et Toulouse qui ont changé d'entraîneur restent aux 16e et 18e places. Frédéric Ney et Laurent Robert sont en tête des buteurs avec 7 réalisations. C'était pratiquement plein, il manque une tribune toujours à Saint-Symphorien, elle sera terminée fin juin prochain. Les Troyens vont évoluer en bleu comme d'habitude et c'est Fred Mérieux, un ancien Marseillais qui a donné en début de match à Baticle puis Beaufin qui va se présenter seul devant Hurtebis. Beaufin, et c'est très bien joué de la part du gardien qui est venu contrer l'attaquant messin. Domination du FC Metz avec Mérieux, bon ballon pour Baticle devant Hurtebis, deuxième arrêt décisif toujours en première période dans les 30 premières minutes. C'est vrai que Metz ne marque pas beaucoup de buts dans le championnat, jamais plus d'un but dans le même match. Et Baticle en retrait, Asli but, non, super, bravo Hurtebis qui a fait vraiment une première mi-temps remarquable. 0-0 grâce à Tony Hurtebis. Baticle qui retourne au vestiaire. Et les Messins repartent en deuxième période avec une ouverture de Bastien sur le côté gauche pour Asli dans la surface face à Adam. Asli, c'est un jeune joueur qui a éliminé, qui enchaîne et qui marque. Superbe. Deuxième but de la saison d'Eric Asli, il a 19 ans, 1m92, superbe gabarit, il arrive de Sarreguemines, il avait fait une très très belle saison l'année dernière, et il marque, il est sur un nuage Asli, il le disait avant la rencontre, et ça se poursuit pratiquement après ce but. Réaction des joueurs Troyen, superbe, grâce à Celestini, il est suisse. Il a été sélectionné dans l'équipe nationale suisse par Enzo Trocero, l'ancien joueur du FC Nantes, qui est aujourd'hui le sélectionneur. Et il a joué contre l'île Féroé il y a une dizaine de jours et Celestini égalise. Un but partout après 60 minutes. Leca qui est entré en jeu, il a remplacé Proman. Baticle, superbe occasion. Toujours une légère domination des Messins qui ne sont pas vénards depuis l'ouverture du championnat. Parce que souvent ils ont eu des occasions, parfois des pénaltys refusés. Puis à l'arrivée, c'est souvent des matchs nuls. C'est un coup franc de Mérieux. Nous arrivons cette fois à la 89e minute. Arpinon qui est entré en jeu. Djukic, le 1-2 est réussi. Djukic but. Là aussi, superbe but. Et c'est le 6e.
La saison de Jukic 2-1, et bien victoire donc des Troyens à Metz. Metz qui restait sur 2 défaites consécutives. Attention, il reste quand même quelques secondes. Et Baticle qui traîne par là, qui remet les 2 équipes à égalité. Que s'est-il passé? Les Troyens se sont arrêtés de jouer. Mais monsieur Piccirillo a laissé jouer, lui justement, il a eu raison. D'Amico dans la surface, il n'y a absolument rien, tout le monde est par terre, sauf Baticle. 3e but de la saison, 2 buts partout, c'est magnifique. C'était, il y avait du spectacle hier soir. Alors on a le sentiment que le FCMS revient de loin quand même ce soir. Ouais, c'est vrai, je pense qu'on a manqué le coche en première mi-temps. On a eu quelques occasions d'ouvrir la marque un peu plus tôt. Mais malheureusement, on ne sait pas gérer les situations quand on mène. On a toujours du mal à tenir le ballon, je ne sais pas ce qui se passe. À chaque fois, on se fait reprendre et là, bon, on a failli perdre le match, on revient juste à la dernière minute, on s'en sort bien. Mais bon, il fallait du courage quand même ce soir pour faire un match nul. Est-ce que vous manquiez de jus un petit peu? Je crois que les jambes étaient lourdes en deuxième mi-temps, on manquait certainement un peu de jus. Je crois que c'est dû à la coupure qui nous a un petit peu coupé dans notre élan. Gérald, qu'est-ce qui se passe sur le but? Sur lequel il y a le deuxième. Le deuxième, il y a Patricio qui récupère la balle dans la surface. Il essaie de passer un petit peu en puissance entre 2 joueurs. Il y a quelques comptes favorables, je crois que tout le monde tombe. Il n'y a pas de faute, rien. La balle est un petit peu morte comme ça, c'est au premier qui va. Et un petit peu mon rôle renard des surfaces, je traîne et je la prends du gauche, bien, je la mets dans le coin. Je crois que le gardien est surpris, il ne voit pas la balle arriver et je suis plus prompt. C'est lui qui avait été plus prompt que moi en première sur une belle balle de Frédéric. Bon, sur la seconde, j'ai réussi à être avant lui et à bien la cadrer. Vous avez eu chaud? Ouais, parce que lorsqu'on prend un but comme ça dans les dernières minutes, c'est difficile, on pousse tout le match, on a une grande partie du temps la maîtrise du jeu et puis on se fatigue et moralement on lâche un petit peu et sur la fin il nous domine. Il développe un super jeu en une touche qui fait presque rêver et bon, sur l'une des actions vraiment bien menées, il conclut, c'est logique et il reste plus beaucoup de temps, donc les super spectateurs qu'on a commencent même à quitter le stade. C'est difficile pour nous lorsqu'on est sur le terrain, on s'accroche, c'est notre métier de s'accrocher et de nous battre jusqu'au dernier moment. On arrive à ramener un petit point, pas être trop malheureux, mais je crois que c'était les 3 points qu'on voulait et on les a laissés passer. Chasser les doutes avec Luis Alberto côté stéphanois, mais sur le banc de touche, tel est l'enjeu de ce Saint-Étienne-Metz, car les Verts sont relégables au coup d'envoi après une série de 7 matchs sans victoire. Et du côté messin, c'est pas mieux. 2 défaites et un nul lors de leurs 3 dernières sorties. L'erreur est interdite de chaque côté. Tkatchenko, titularisé par Joël Muller, trouve la transversale de Maxime Letwinski qui avait retrouvé sa place dans les buts après l'intermède Alonso. Pedron qui lance sur Carteron un bon changement de jeu pour essayer de déplacer la défense messine. Carteron en profite et c'est Mondragon qui s'emploie et qui sort ce ballon sur sa transversale. Match qui est plaisant devant 25 000 spectateurs au stade Geoffroy Guichard, et Frédéric Mérieux lui trouve la transversale. John Toshak aimerait bien enfin connaître la victoire, lui qui lors de sa première sortie avec Saint-Étienne à Sedan avait connu la défaite. Métomo va le rassurer. Lucien Métomo, qui s'est peut-être aidé de la main, ouvre le score et marque son premier but de la saison, un but qui intervient à la 52e minute. À partir de ce moment-là, Saint-Étienne n'a plus grand-chose à craindre de l'équipe messine. Des tentatives vont encore trouver la transversale avec Alex que l'on retrouvera avec un peu plus de chance à la 78e minute pour son 6e but de la saison. Un petit coup de patte du Brésilien, 78e minute, Alex 2-0. Alex qui dédie ce but à son grand copain absent pour blessure, à Eloisio, qui a subi une intervention en raison de sa rupture des ligaments. Victoire stéphanoise 2-0. Face à face entre deux équipes en perdition à la recherche d'une victoire depuis le 16 septembre. Metz 13e, accueillait Lens 10e. Les Saint-Or n'ont plus gagné eux depuis le 6 septembre. Et ils ouvrent le score dès la 22e minute. Un but signé Antoine Sibierski, son premier cette saison. Lui qui en avait inscrit 13 la saison dernière.
Joël Muller remonte ses troupes, mais ce sont les Lensois qui dominent cette première période avec un ballon sur la droite pour Brunel qui repique à l'intérieur, tente sa chance et la parade de Farid Mondragon. Le passement de jambe et la frappe cadrée de Brunel, repoussée par Mondragon. Les Messins sortent de leur réserve en fin de première période et vont obtenir l'égalisation à la 38e minute. Une longue ouverture de Mérieux, le contrôle est splendide de Jonathan Yeager et la frappe est glissée sous la barre. L'international espoir inscrit son deuxième but de la saison et permet à son équipe de rentrer au vestiaire sur ce score de parité, un but partout. Superbe enchaînement de Jonathan Yeager, contrôle et frappe en demi-volée. Barmuse doit s'incliner. Les Messins s'enhardissent en seconde période avec un centre de Baticle et une reprise de volée de Yeager. Parade réflexe de Guillaume Barmuse qui sauve sa formation. Barmuse ne fait que repousser l'échéance puisque les Messins vont arracher la victoire à la 67e minute. Un but inscrit par Gérald Baticle, son 4e but de la saison. C'est le meilleur buteur du club. Mondragon est ravi. Metz s'impose 2-1 et passe devant Lens au classement. La crise couve à Bollaert. Énorme bouffée d'oxygène pour les Messins ce soir. Ouais, c'est clair. Il n'y avait pas d'autre issue ce soir possible. Il fallait une victoire. Je crois qu'on a été la chercher avec le cœur, avec le courage, plus qu'avec autre chose. C'est vrai qu'il y a eu des bonnes choses. On a souffert un petit peu sur la fin, mais je pense que au vu du match, je pense que c'est mérité. En plus, vous étiez mené 1-0, vous avez accusé le coup et vous êtes bien revenu dans le match. Vous avez égalisé surtout au bon moment. Ben, c'est vrai que bizarrement, je crois que quand on a pris le premier but, en fait, je me suis dit que c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait nous arriver pour nous réveiller, quoi, parce qu'on était là dans une situation difficile et je pense que ce but-là il a fait du bien. Paradoxalement, il a fait du bien. Cette victoire peut être un déclic, Christophe? Ben, un déclic, c'est sûr que psychologiquement, on prend conscience qu'on a des qualités, on le savait maintenant. J'espère en tout cas, ça appelle confirmation. Parce que vous avez bien démarré le championnat et vous étiez un peu comme les Lensois. Super départ et puis d'un seul coup vous êtes rentré dans le rang. Il fallait absolument gagner ce soir. Oui, exactement. On était rentré dans le rang parce qu'on n'avait pas d'efficacité. Ce soir on a eu de l'efficacité aussi bien défensivement qu'offensivement. On a retrouvé un petit peu de rigueur, même si c'est vrai qu'on a pris un but quand même. Mais bon, c'est bien, on a marqué 2 buts. C'est la première fois cette saison où le match se termine par une victoire avec deux buts à la clé. Donc c'est encourageant pour la suite. Grégory Loca nous disait aussi peut-être un petit peu le facteur chance qui est de retour. Oui, de toute façon il en faut toujours un petit peu. C'est vrai que pour réussir, il y a plein de choses qui doivent entrer en ligne de compte. Bon, ce soir, quand il y a une victoire, on peut dire qu'il y a tout, mais bon, il faut travailler encore. Je crois que tout n'est pas parfait et il faut continuer comme ça. Après la défaite concédée à Sedan, Nantes 9e devait réagir à la Beaujoire contre Metz. Joël Muller qui fête à l'occasion de cette rencontre son 400e match à la tête du football club de Metz et le record des entraîneurs en activité doit déchanter rapidement. Dès la 26e minute, un coup de tête de Sylvain Armand, tout jeune joueur du FCNA, 20 ans, qui inscrit son 2e but de la saison. Il avait marqué déjà à Strasbourg lors de la 11e journée. Et Nantes qui mène un but à 0 à la pause. Frédéric Mérieux frappe ce corner, les Messins qui essaient de réagir avec peut-être une possibilité. La frappe est repoussée sur sa ligne par Sylvain Armand, l'homme de cette rencontre. La frappe de Baticle. Et finalement, ce sont les Nantais qui vont inscrire un 2e but à la 89e minute. Un but signé Salomon Olimbé, le Camerounais, lui aussi 20 ans. 3e but dans ce championnat. Here are the thrill seekers.
Né à Metz, formé à Metz, attaquant du FC Metz, Jonathan Jagère est particulièrement attaché à sa ville, à son club et à ce terrain. Seul coup de canif dans cet amour qui dure depuis 22 ans, un passage éclair à Louan-Cuiseaux la saison dernière. Sous la direction de Philippe Insberger, Jagère s'est fait connaître des défenses. Ses statistiques ont de quoi faire pâlir n'importe quel attaquant. 13 buts en 23 matchs. Ça m'a beaucoup apporté. D'abord, ça m'a apporté beaucoup plus d'assurance en moi, parce que bon, maintenant je sais que je suis capable de marquer des buts en professionnel. Bon, c'était en 2e division, mais je sais que maintenant je suis capable. Et puis bon, je sens que j'ai mûri, j'ai beaucoup moins de pression qu'avant, et je pense que ça m'a fait du bien. Contrairement à Trezeguet et Henry, ses compères de l'équipe de France Espoir, qu'il a côtoyé à plusieurs reprises, l'ascension de Jonathan Jagère n'est pas fulgurante, plutôt régulière. Ce qui n'empêche pas ses dirigeants de penser qu'un jour, lui aussi, sera un grand. Bel objectif pour ce gabarit de poche, 1m72, 69 kg. Sur le plan du jeu, c'est un garçon qui présente toutes les caractéristiques pour être un attaquant de haut niveau. Sa vitesse, sa puissance de frappe des 2 pieds, cette capacité à se démarquer dans les espaces courts, une vivacité face à son adversaire ou dos à son adversaire. Je crois que le seul problème aujourd'hui pour John, c'est qu'il faut qu'il se rende compte qu'il a les moyens d'être un des meilleurs buteurs français. Et je crois que je comparais un petit peu à Tony Brognaud, qui vient de faire son apparition dans le football français. Il n'a pas plus de dimension physique, il a marqué beaucoup de buts en Belgique, il semble aussi en marquer en France. Et je ne vois pas pourquoi John, dans les années futures, dans les saisons futures, et pourquoi pas celle-ci, immédiatement, ne marquerait pas une quinzaine de buts en première division. Jonathan, on se trouve à quelques mètres de la surface de réparation. Est-ce que ça évoque un souvenir? Oui, ça me rappelle le dernier but que j'ai mis ici, Stade Symphorien. Dans ce but et dans cette surface, ça m'a créé beaucoup de plaisir et beaucoup de sensations, puisque j'ai eu ma fille il y a 1 mois, et puis bon, ce but, je lui ai dédié, donc ça m'a procuré beaucoup de plaisir. Titulaire à 6 reprises depuis l'ouverture du championnat, Jonathan Jagère totalise 2 buts à son compteur contre Lens et Sedan. 2 buts auxquels il faut ajouter plusieurs situations douteuses dans la surface qui auraient dû aboutir au moins à un pénalty. Alors, en attendant le jour où, Jagère s'entraîne sans relâche. Metz accueille Guingamp en blanc. Les Lorrains sont 15e avant ce match, à la limite de la zone des relégables. Et pour cette rencontre, Metz est privé de Mérieux suspendu. Guingamp, de son côté, a connu une période euphorique de 8 matchs sans défaite avant de perdre la semaine dernière contre Sedan. Tir de Gégère pour Metz à la 4e minute. Guingamp perd par contre avec Nielsen, un centre pour Rodriguez qui bute sur Mondragone. Rodriguez, ancien Messin, toujours 0-0. Metz pousse, mais la solide défense de Guingamp renvoie tout, comme ici Fournier pour Leka qui remet sur Baticle, un contrôle, une frappe et but de Metz 1-0 à quelques minutes de la mi-temps. Metz qui avait poussé mais de façon un peu brouillonne, 5e but de Gérald Baticle. Metz qui reste malgré tout l'une des moins bonnes attaques de D1, 13e but de Metz à la mi-temps donc de la 15e journée. Un but de Baticle diabolique, c'était sa première occasion. Deuxième période, Gégère qui vient défendre, il récupère le ballon, il lance la contre-attaque en relais avec Boffin. Gégère tout seul, la défense de Guingamp qui recule. Gégère, il traverse tout le terrain, il frappe juste à côté. Très remuant le jeune attaquant de 22 ans formé au FC Metz, Gégère, encore lui à la réception de ce centre. C'est tout près du but de Loussoarn une fois de plus. Metz a eu l'occasion de creuser l'écart. Action des Bretons avec Nielsen. Une frappe croisée sortie par Mondragone. Ça va d'un but à l'autre en deuxième mi-temps, bien plus rythmé que la première. Bastien, Guyot renvoie sur Baticle extérieur du pied droit. Avec une victoire, Metz s'éloignerait de la zone rouge. Lacombe, l'entraîneur guingampais, a fait rentrer Van Enkeren, un milieu de terrain offensif supplémentaire. Malouda, un centre, sortie de Mondragone et le ballon revient sur Fiorez. Toys sauve son but. Mondragone a manqué sa sortie. Et les Bretons, qui pourraient être menés plus largement 15-0, accentuent leur pression en fin de match. Coup franc de Malouda, dévié par le mur. Attention à Tasfaout qui égalise. Un partout, égalisation de Guingamp à 10 minutes de la fin du match. Suite à un coup franc dévié de Malouda, Mondragone parti sur sa gauche, revient en catastrophe, mais Tasfaout a pris le dessus sur Casten de Cheleka et sur le gardien colombien trop court.
Score final 1-1, sifflé dans le stade Saint-Symphorien à destination des joueurs messins, crispé pendant tout le match et bon point pris par Guingamp. Forcément déçu comme tous les Messins ce soir. Ah ouais, c'est un gros coup sur la tête. On avait fait le plus dur et puis on se met en difficulté tout seul. On a peut-être voulu trop en faire en deuxième mi-temps et on s'est fatigué sur les 20 premières minutes, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est dommage parce que on a l'impression que nos efforts sont pas récompensés, quoi. Et puis bon, là on est dans une situation difficile, je dirais même très difficile, parce qu'on a un match à Marseille que ça va pas être. En plus ils ont perdu ce soir, donc on se met tout seul dans la difficulté, on peut s'en rendre qu'à nous. On est vraiment très déçus, je crois, ce soir. Bordeaux obtient la 2e place grâce à cette victoire. Le PSG n'est plus que 3e du championnat, mais toujours en course pour la qualification à la Ligue des Champions. Et en bas du classement, Marseille compte désormais 4 points de retard sur le premier non relégable, où l'on trouve Rennes, Monaco, Auxerre et Metz. Braga, l'entraîneur de l'OM, s'est assis peut-être pour la dernière fois ce soir sur le banc marseillais où son avenir est incertain. En tout cas, ses joueurs lui ont fait un beau cadeau en s'imposant face à Metz au stade Vélodrome. Les Olympiens ouvrent le score après un quart d'heure de jeu. C'est Jamel Belmadi qui trompe pour la première fois à Mondragone, le gardien messin. Mais les hommes de Joël Muller égalisent 5 minutes plus tard sur coup franc, frappe puissante de Frédéric Mérieux et énorme erreur de Trévisan. Le ballon lui échappe des mains et finit sa course au fond des filets, 1-1. 45e minute, on retrouve Frédéric Mérieux fauché, il se blesse, les Bessins dégagent alors en touche pour lui permettre d'être soigné, mais ensuite les Marseillais, peu fair play, ne rendent pas la touche et jouent l'action. C'est là qu'ils inscrivent leur 2e but grâce à Jérôme Leroy. 2-1, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, les Olympiens sont de plus en plus présents dans le camp messin et sur ce corner, la reprise de Jérôme Leroy pour un doublé superbe. Elle ne laisse aucune chance à Mondragone, 3-1. Et ce n'est pas terminé, 70e minute, centre de Belmadi, reprise de la tête d'Adriano qui enfonce le clou un peu plus. Le public marseillais exulte. Score final 4-1 pour l'OM qui vient ce soir de prendre une grande bouffée d'air frais, même si Marseille reste encore en position de relégable, mais à un point seulement de ces mêmes Messins. Sylvain, on a l'impression que c'est l'équipe messine qui s'est écroulée entièrement en deuxième mi-temps. Oui, c'est vrai que les circonstances actuellement ne sont pas favorables. Sur les 4 buts, on est forcément coupable, puisqu'au moins on peut en éviter au moins 2. Donc à partir de là, le constat est fait. Il va falloir se ressaisir au plus vite. Maintenant, Marseille n'est plus qu'à 1 point, donc le premier relégable est tout proche. Il va falloir absolument essayer de remporter une victoire assez rapidement. Mais bon, ce qui était d'actualité avant le match, c'est-à-dire de rester constructif, de rester solidaire et positif, ça allait aussi après. Donc on a perdu tous ensemble et on va essayer de réagir tous ensemble en continuant à y croire et puis en essayant de gagner le prochain. En s'inspirant justement peut-être de la réponse de Marseille ce soir qui a su lui réagir. Oui, Marseille mérite sa victoire. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont mis des buts au moment important. Je pense que le deuxième en fin de première mi-temps nous fait mal. Et puis c'est vrai qu'après, on en prend 2 qu'on doit éviter, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que Marseille a fait ce qu'il fallait, donc on va essayer de s'inspirer de ça en essayant d'être au rendez-vous samedi prochain contre Toulouse, puisque là, on n'aura plus le droit à l'erreur. Ni état d'urgence, ni coup de torchon. Le FC Metz prépare son rendez-vous face à Toulouse dans la continuité. Il faut dire que depuis plusieurs saisons déjà, le club lorrain a l'habitude de ce genre de situation. Pour le moment, le petit point d'avance sur le premier relégable, Marseille, suffit aux Messins qui travaillent dans une certaine sérénité. La saison dernière, Metz avait achevé les matchs allés avec 22 points contre 19 actuellement. Face à Toulouse, l'objectif est très clair. Je crois qu'il nous faut absolument ces 3 points-là pour virer justement dans cette seconde partie du championnat avec une moyenne, je dirais, de 22 points. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une situation qui n'est pas facile. Bon, il y a quand même toujours 3 clubs derrière nous, il ne faut pas l'oublier. On fera tout pour ne pas descendre et puis je suis persuadé qu'on ne descendra pas. Même moi, j'ai confiance en cette équipe et je suis même persuadé qu'on puisse accrocher des places au haut du classement.
Avant d'espérer mieux, le FC Metz doit d'abord muscler son jeu en défense notamment. Ce qui était le point fort du club est devenu l'un des points faibles. 21 buts encaissés contre 14 marqués, soit un goal average de -7. Dans la mesure où on a vu que l'année dernière, le goal average a permis à certaines équipes de rester en première division, il est certain que pour l'instant, on est dans une mauvaise situation au niveau du classement. Rien n'est perdu, bien au contraire, mais il nous faut rétablir très rapidement avant Noël une meilleure situation, une meilleure assise surtout. Et puis s'il faut bagarrer jusqu'au bout, on le fera. Mais je crois que bagarrer, tout le monde en a envie, mais c'est surtout sur le terrain qu'il faut être présent. Un appel à la mobilisation générale lancé à toute l'équipe, car avant le rajeunissement annoncé à la fin de la saison, jeunes et moins jeunes partagent la même galère. On est en danger, on en a conscience, donc on essaye de bien se préparer, de continuer à travailler, de positiver malgré tout, même si la situation est encore une fois difficile. Mais bon, on essaye de mettre en place les valeurs qu'on a l'habitude de mettre en place dans ces situations-là. Décisif, le match contre Toulouse l'est sans aucun doute, mais ce n'est pas le seul. 4 jours plus tard, Metz se déplace à Auxerre, un autre mal classé. Metz-Toulouse, le 15e accueille le dernier. Pas les meilleures conditions pour jouer en toute sérénité. Petite fraîcheur sur Saint-Symphorien et sourire de Robert Nouzaret, persuadé sans doute que ses joueurs vont poursuivre leur bonne série malgré cette première action d'Eric Astley. Bon tir bien détourné par Reux. Cette occasion met les Lorrains en confiance jusqu'à la 25e minute. Pressing des Toulousains sur Castendutch. Dieuz contre le capitaine messin. Service pour Bonilla. Frappe de Bonilla. Mondragon est battu 1-0 pour Toulouse. Et 6e but de Victor Bonilla cette saison. C'est aussi le 14e de Toulouse qui rejoint Metz comme plus mauvaise attaque du championnat. Ce premier duel entre les deux Colombiens tourne à l'avantage de l'attaquant Bonilla sur le gardien Mondragon. Deuxième mi-temps maintenant, corner tiré par Mérieux, tête de Baticle, égalisation de Metz, 1-1. Et 6e but aussi pour Gérald Baticle. Les deux meilleurs buteurs de chaque équipe ont frappé. Ce but traduit une grosse domination de Metz et il s'en faut de peu que les joueurs de Joël Muller ne prennent l'avantage. Centre de Mérieux, reprise de Bastien Gégère à côté. La frappe de Christophe Bastien n'était pas vraiment un cadeau pour Jonathan Gégère. 70e minute, coup franc pour Metz. Comme d'habitude, Mérieux se charge de le frapper sur la transversale. Le temps pour Frédéric Mérieux de regretter ces quelques centimètres de trop. Et Toulouse va avoir une balle de match. Bonilla se présente seul face à Mondragon. Tire, Mondragon détourne. Le duel a tourné cette fois à l'avantage du gardien messin. 1-1 entre les deux Colombiens. C'est aussi le résultat entre Metz et Toulouse. Frédéric, on a vraiment eu l'impression que chacun a eu sa mi-temps. Bah, c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça, parce que bon, première mi-temps, on a été un peu fébrile, même beaucoup, quelques fois, certains passages. Ils se sont présentés une fois chez nous, ils ont marqué. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Cette année, on a une certaine fébrilité dans le jeu et dans le placement, un peu partout, quoi. Est-ce que vous avez pas en deuxième période, ça carrément un autre visage? Même avant la fin de la mi-temps, je dirais, la première mi-temps, on s'était repris, mais bon. Est-ce que c'était pas justement juste après le but? En fait, le but vous a un peu libéré. Ah non, attention, avant la mi-temps, on a été bon, on a poussé, on a essayé de marquer. Je parle du but toulousain, le premier. Non, oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est tout à fait ça, ça nous a réveillés et malheureusement, il nous faut ça pour qu'on se remette en question et pour qu'on aille de l'avant et qu'on gagne les duels. On n'a pas gagné les duels en première mi-temps, enfin pas beaucoup et malheureusement, le football, c'est les duels. On a l'impression qu'en fait, ce score, à l'arrivée, n'arrange personne. Il n'arrange personne. Quand on est mené 1-0 chez soi et qu'on revient au score, on peut être satisfait quand même, quoi. Mais bon, on se contentera du match nul, mais c'est vraiment frustrant, quoi. Cette année, c'est dur et on va s'accrocher. Muller se prend la tête et il y a de quoi. Après 90 minutes de jeu, le coup près est tombé. Les Messins sont relégables. Ils ont perdu 1-0 face à Auxerre. Et pourtant, les Grenats n'ont pas à rougir. Ils ont réalisé hier soir un de leurs plus beaux matchs de la saison. Dès les premières minutes, les attaquants mettent la pression. Et pendant toute la partie, Gérald Baticle donnera des surfroides au portier auxerrois.
Baticle, associé à Beaufin, réalise des petites merveilles, mais Cole ne laisse rien passer. Du côté auxerrois, Guy Varche anime l'attaque et taquine à plusieurs reprises Mondragone. Et à la 26e minute, au départ de l'action, encore une fois Guy Varche qui sert Olivier Capot. Capot renversé par Philippe Gaillot dans la surface de réparation. Coup de sifflet et pénalty pour Auxerre. Stéphane Guy Varche donne la victoire aux Bourguignons. C'est la déception parce que lorsque vous êtes en situation difficile, que vous fournissez un match sérieux, vous avez vous entreprenez, vous ne renoncez pas, même en étant mené, vous offrez des situations favorables, vous êtes battu et que vous retrouvez relégable, c'est effectivement difficile à encaisser, surtout pour les joueurs. Mais c'est aujourd'hui 16e au classement général devant Strasbourg et Toulouse. Le mercato approche et les dirigeants songent à muscler l'attaque. On est effectivement dans une période où rien ne nous sourit et maintenant il va falloir se serrer les coudes. Dans un premier temps, déjà nous attendons un attaquant colombien qui doit arriver incessamment. Et puis lors du mercato, avec Joël Muller, le staff et nos dirigeants, on essaiera de faire un tour d'horizon pour savoir si on doit modifier une partie de l'effectif ou si on ne doit pas. Sur les 18 matchs, les Messins affichent 8 défaites, 5 victoires et 5 nuls. Samedi à 17h15, les Grenats reçoivent Lyon. Victoire indispensable. Gérald, j'ai envie de vous dire que si un match que vous méritiez pas de perdre, c'est bien celui-là ce soir. C'est sûr, je crois que on a fourni une belle partie. Malheureusement, on n'a pas su être efficace. Et sur un coup de sifflet malheureux, il y a peut-être une poussette, mais peut-être c'est un penalty, mais il faut savoir qu'il y a aussi d'autres fautes de l'autre côté. Simplement quand Guy Varche met une gifle à un de nos joueurs dans la surface sous les yeux de l'arbitre, c'est un petit peu étonnant, sachant qu'il l'a vu comme moi, on est l'un à côté de l'autre, qu'il ne se passe rien derrière, même s'il y a des grands sourires, s'il y a un semblant de volonté de faire respecter l'ordre. Lorsqu'il y a une gifle, je crois que c'est ce qu'il y a de pire dans le football, et lorsque l'arbitre ne le voit pas, on ne peut rien lui dire, mais lorsqu'il le voit et qu'il laisse passer, c'est porte ouverte à tout. Et après, pour nous, Messins, qui sommes déjà dans la difficulté, c'est difficile de garder notre calme, nos nerfs, quand on voit que c'est pas équitable. Est-ce que c'est le genre de match quand même, Gérald, qui peut vous rendre optimiste à nouveau? C'est sûr qu'au niveau de la qualité, c'est mieux que Toulouse où on est passé à côté en première mi-temps. Maintenant, il manque l'essentiel, le résultat. On est venu pour prendre des points. On repart avec un beau jeu fourni, mais 0 points. On s'enfonce au niveau du classement, on s'éloigne, on est dans la zone rouge. Ça devient difficile. J'espère que, aussi bien au niveau des décisions des arbitres qu'au niveau de la réussite, ça va finir par tourner et venir en notre faveur. Une seule priorité pour le FC Metz, sortir de la zone de relégation. Pas évident quand on reçoit l'Olympique Lyonnais qui n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison. Les Messins misent alors sur l'effet de surprise. Première minute de jeu, Baticle marque, mais il est signalé hors jeu. À part ça, pas grand chose, jusqu'à la demi-heure de jeu, une de parfait entre l'Aigle et Dorasso. L'Aigle frappe une première fois, Mondragone est encore là sur la seconde. Le gardien colombien fait bonne garde. Lyon prend le dessus en fin de première période, Sidney Govou y est pour beaucoup. Son numéro est superbe, ça frappe à peine moins, mais Mondragone a le bras long. L'espoir de l'OL remet ça avant la pause, son tir est puissant mais juste au-dessus. Toujours rien de marqué après 45 minutes. Metz repart de l'avant, deuxième période, la remise de Baticle pour Beaufin est parfaite. Grégory Coupet est bien placé pour capter la frappe du Belge. Les Gones sont dangereux en contre, Govou trouve Vérel, crochet et frappe enchaînée. À son tour, Farid Mondragone est sur la trajectoire. Le duo Vérel-Govou tente de faire oublier Anderson et Marley. 80e minute, la frappe de l'ancien Lensois trouve le poteau. En toute fin de match, Mondragone est sauvé par son deuxième poteau sur cette action de Govou. Mais on en reste là, 0-0 score final entre Metz et Lyon, comme au match aller. Les deux équipes méritaient mieux. Mondragone, voilà Trésor Moreno. La filière colombienne semble marcher à plein au FC Metz. Après avoir fait signer le gardien international colombien en début de saison, le club lorrain vient d'engager pour 5 ans et 20 millions de francs ce jeune attaquant de Medellín. Moreno débarque donc en France avec des objectifs et des ambitions bien claires. En venant jouer au FC Metz, je sais que je vais pouvoir progresser parce que quotidiennement, je vais me frotter à de très grands joueurs. Mon ambition personnelle est claire, c'est aider le club de Metz à se sortir de la situation critique dans laquelle il est. Je vais tout faire pour tirer cette équipe vers le haut.
Pour le FC Metz, la venue de Moreno est une véritable aubaine. En panne offensivement, le club lorrain qui joue la carte jeune compte sur sa recrue pour enfin marquer. Prendre un jeune joueur qui à la fois représente, comme pas mal du FC Metz, les saisons futures, qui peut nous apporter et nous amener sa contribution, et le cas échéant faire aussi bien que Gérald Batic la saison dernière, qui dès qu'il est apparu sur le terrain a marqué des buts. L'arrivée à Metz de l'international espoir colombien âgé de 22 ans a été retardée en raison de la suspension de 3 matchs dont il a fait l'objet dans son pays. Sa rentrée officielle dans le championnat de France est prévue face à Lille dans 2 semaines. Il y a 44 000 personnes. Le retour de Luis au parc, attendu. Et un très bon début de match de votre part, Joël, de vos hommes. Oui, on avait une organisation qui nous a permis d'être présents assez haut, de récupérer le ballon, de se créer des situations favorables. On savait que les 2 équipes étaient dans une situation difficile, qu'il fallait faire douter le PSG. On y est parvenu sans réussir à trouver la faille. On a vu une première action de Danny Boffin. On va vous retrouver, Gérald, à 2 reprises. Il manque pas grand-chose. Hein. Il manque pas grand-chose. Je crois que je suis dos au but. C'était difficile pour moi. J'ai hésité un petit instant à la contrôler pour me retourner, mais je crois qu'elle est trop haute. Et bon, elle n'est pas cadrée. Anelka qui a, semble-t-il, des problèmes musculaires. Il fait la grimace. 36 minutes de jeu. Et on va retrouver maintenant le PSG à l'attaque avec la seule offensive parisienne de cette première période. Car il faut bien dire, en première mi-temps, on a beaucoup vu, en tout cas plus vu le FC Metz que le Paris Saint-Germain, même si là, Nicolas Anelka tente de placer un bon coup de tête qui passe nettement au-dessus à la mi-temps. Joël, vous dites on peut tenir. On doit tenir si on est capable de renouveler la même prestation au niveau du jeu et de l'organisation. Malheureusement, dès le début de la deuxième mi-temps, comme ça nous est arrivé trop souvent cette saison, une mauvaise passe en milieu de terrain, exploitée immédiatement par une accélération d'Anelka, et ça suffit pour être mené au score et perdre le match. L'accélération de Nicolas Anelka qui voulait sortir à la mi-temps. Il était apparemment blessé, il a des problèmes de ses cuisses, musculaires. Et il est resté un quart d'heure de plus, 10 minutes de plus. Et il a marqué ce très joli but. C'est le 8e but, je crois, Thierry, de Nicolas Anelka cette saison. Exact. C'est vous qui tenez la comptabilité. Et c'est un but important pour le Paris Saint-Germain. La rage de votre gardien qui parle français. Très bien. Qui réclame à ses partenaires un peu plus de vigilance. Un corner parisien. Vous parlez des talonnades avec une belle talonnade de Ducrot bien détournée par Mondragone. La talonnade qui est devenue monnaie courante dans le football moderne. Et puis derrière, la faute de Talal El Kharkouri sur Bastien. Deuxième carton jaune, synonyme de rouge. 54e minute, Talal El Kharkouri est expulsé. Et Gérald, vous allez vous relancer à l'assaut de ces buts parisiens, mais ça ne va pas rentrer. À partir du moment où le PSG mène au score, je crois qu'ils adoptent un système défensif, ils s'y tiennent, encore plus réduit à 10, et on n'arrive pas à passer cette muraille parisienne. La sortie d'Anelka et le FC Metz qui pousse. Vous avez fait rentrer du sang frais en fin de période, en fin de match, Joël. On essaye de créer quelque chose, c'est le rôle de l'entraîneur, d'amener un peu plus de possibilités. Ça ne se traduit pas forcément par plus d'occasions, parce que c'est une question d'animation et puis de lucidité. Je pense que ce qui nous fait défaut actuellement, c'est de la lucidité, de la précision et un peu de confiance dans le dernier geste. Le poteau pour Gaillot sur cette très jolie frappe du gauche. Le PSG qui mène et qui tient ce bon résultat devant son public. Il y avait 44 000 personnes, je l'ai dit hier, au parc pour suivre cette rencontre. Une action de Laurent Leroy. Nous sommes maintenant dans les arrêts de jeu et je vous laisse Joël commenter la dernière occasion pour vous en écouter Luis Fernandez. Là on est tous devant, on essaye de jeter nos dernières forces. Une accélération de Ludovic Assua. Je crois qu'on a dû tirer 16 fois au but contre 6 au Paris Saint-Germain, mais on n'a cadré qu'une seule fois. Ça explique actuellement notre manque d'efficacité. Bordeaux retrouve son fauteuil de leader avec un point d'avance sur Nantes et Sedan. Les Canaries comptent un match en moins. Lille et Lens pointent à 4 longueurs. Tombeur du leader, Marseille reste 15e, mais avec 3 longueurs d'avance sur Metz, premier relégable. Toulouse n'est plus lanterne rouge pour la première fois depuis le 24 septembre. Il cède cette dernière place à Strasbourg. Buteur contre Saint-Etienne, Paoletta revient à une longueur de Laurent Robert, le meilleur buteur de la D1.
trucage, c'est pas un trucage, ce sont deux joueurs différents, les frères d'Amico, Fernando et Patricio. Et puis ça c'est Moreno qui a signé il y a 10 jours et dont le fax de Colombie est arrivé la nuit dernière, dans la nuit de vendredi à samedi, ce qui fait qu'il a pu être aligné hier soir dans l'équipe de Metz, Metz qui en a bien besoin. Perlade pour les Lillois qui est passé, et Bakary qui pique trop sa tête, Sonny Anderson. Dans ces cas-là, faut piquer pourtant, mais moins la piquer. Ça va tellement vite, je pense qu'il n'a pas choisi de piquer, il a voulu le mettre au fond et son ballon... Et c'est manqué, mais bonne occasion vraiment pour le LOSC en ce début de rencontre. Et là, un superbe centre de Pignol et encore une bonne occasion. Une occasion incroyable, puisque Perlade est pratiquement seul devant Mondragon. Alors c'est vrai que Metz a dominé légèrement territorialement la première période. Il n'empêche que les occasions sont incontestablement lilloises, même si ici Fred Mérieux a trouvé le haut de la barre transversale en fin de première période. Et Baticle à la suite du corner. Toujours sur un corner de Mérieux, Baticle marque le premier but de cette partie à la 44e minute. C'est le 7e de Gérald Baticle. Il est un peu esselé dans les 6 mètres. Et Metz mène donc 1-0. Metz qui reste sur 7 matchs sans victoire. Et surtout lors des 3 dernières rencontres, Metz n'avait pas marqué le moindre but. Frappe de D'Amico, Fernando, puisque Patricio à Metz ne joue pas. Et voici dans ses hommes Moreno, le Colombien qui a donné à Baticle. C'est sur le poteau. Il a été très bon, hein, Moreno. Il a 21 ans. Il arrive de Colombie, de Medellín, et c'est un jeune joueur qui est véloce, qui est rapide, qui a une bonne frappe de balle. On arrive à la 88e minute avec un centre de Colo, Sterjowski qui manque, Beaufin qui manque également, et un Bugag, comme l'ont qualifié, ensuite les Messins dans le vestiaire. But de Landrin à la dernière minute. Ça, c'est 2 points qui coûtent cher, d'autant que Marseille avait perdu à Guingamp. Un but partout, toujours pas de victoire donc pour le FC Metz. Nous allons écouter Sébastien Chemel qui garde le moral. On y croit toujours, on est à 2 points de Marseille, on va à Strasbourg, on a l'occasion de tuer Strasbourg. Maintenant on reste confiant, on a prouvé qu'on pouvait tuer le match contre une bonne équipe de Lille. Maintenant c'est à nous de nous reprendre, de rester motivés, de rester concentrés. Il reste 13 journées et on n'est qu'à 2 points du premier non relégable, donc rien n'est perdu, on va se battre jusqu'au bout et croyez-nous, je pense qu'on va s'en sortir. Strasbourg-Metz, match à gros enjeux sportifs entre 2 relégables, de la tension donc dans les tribunes et sur le banc à l'image d'un Joël Muller inquiet. Malheureusement cette rencontre n'ira pas à son terme suite à un incident provoqué par un spectateur en fin de match. Mais avant d'en arriver là, les 2 formations avaient-elles montré ce que devrait être un match de football? Mérieux pour les Messins trouve ici la barre transversale dès la 3e minute. Occasion manquée et regrettable car les points valent très cher dans cette confrontation. En fin de première mi-temps, Teddy Bertin a une occasion sur ce coup franc. Frappe puissante, mais à côté du but de Mondragon. Strasbourg qui peine à la méno, mais les joueurs d'Yvon Pouliquin sont volontaires à la reprise avec cette percée de Louboya relayée par Peggy Luyindula. L'international espoir tente sa chance, mais Mondragon, le gardien messin, dévie sa frappe. Toute la rage et le désespoir des Strasbourgeois qui vont tout de même être récompensés à la 64e minute sur cette tête au premier poteau de Louboya. 1-0 donc. 3 points précieux qui pourraient échapper aux Strasbourgeois puisqu'à la 67e minute, image désolante, Nelly Viennot, l'arbitre assistante, est à terre, victime d'un jet de pétard venu des tribunes alsaciennes. Le match est arrêté par Monsieur Poulain et pourrait se jouer sur tapis vert. Nous avons attendu un certain délai pour savoir si mon arbitre assistant était en mesure de reprendre la rencontre sereinement, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Madame Nelly Viennot est totalement déstabilisée par ce qui s'est passé et il n'est pas possible, il n'est pas concevable de reprendre la partie dans cet état-là. Avoir largement délibéré et discuté avec Joël Muller vendredi.
le conseil d'administration n'a pas senti la possibilité de s'en sortir dans le schéma actuel. Joël Muller, doyen des entraîneurs de D1 et sous contrat pour la 12e saison d'affilée à Metz, a été démis de ses fonctions. Il sera remplacé par Albert Cartier. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi Carlo Molinari, le président du club, lors d'une conférence de presse au siège du club à Metz. J'étais vraiment surpris en apprenant cette nouvelle cet après-midi. Quand tu l'équipe pas mal, on s'attend à ce que des choses se passent, à ce que l'entraîneur soit limogé. Je crois que c'était passé plusieurs fois dans le championnat cette saison et tous les ans ça se passe comme ça. Donc malgré tout, à Metz, on était un petit peu les résistants à ce niveau-là, puisque le coach a quand même gardé sa place assez longtemps, quoi. Muller était confronté à de très grosses difficultés ces derniers temps et il n'avait pas caché sa lassitude devant une telle accumulation de mauvais résultats. Son successeur, Albert Cartier, a été nommé au poste d'entraîneur par une large majorité de dirigeants. Joël Muller est le 6e entraîneur limogé cette année dans le championnat de Division 1. Un entraîneur licencié en pleine saison, ça semblait possible partout, sauf au FC Metz. Et pourtant, Joël Muller a bien été démis de ses fonctions après 17 ans passés au club, dont 12 comme entraîneur de l'équipe première. C'est clair, pour les Messins, Muller a marqué le club. Je trouve que son départ, c'est un peu précipité. On aurait pu aménager un peu les choses. Vous allez le regretter? Oh, pas personnellement, non, mais enfin, c'était quand même quelqu'un qui était connu à Metz. Ça fait 12 ans qu'il était là. Je pense que ça va changer un petit peu. Une autre tactique de jeu, je pense. Il a fait son temps, je pense. Il a eu la gloire à un moment donné, maintenant il l'a plus. Bon. C'est normal qu'il passe. Oui, c'est normal. Maintenant, Cartier, il faudrait qu'il fasse mieux que lui, c'est tout. J'aimais bien. Hein. De toute façon, maintenant c'est fait. Hein. C'est Machin qui va reprendre là. Albert Cartier, qui doit encore se faire un nom à Metz, l'ancien adjoint de Joël Muller, ancien joueur du club, prend à 39 ans les commandes des Grenats. Le grand oral, c'était aujourd'hui pour son premier entraînement. L'objectif d'entraîner un jour le Football Club de Metz était pour moi au-dessus du fait tout simplement d'entraîner. Vous avez le cœur grenin? J'ai, je pense, une croix de Lorraine à la place du cœur. La pelouse de Saint-Symphorien, il la connaît par cœur. 13 ans qu'Albert Cartier est au FC Metz, 8 années passées sur le terrain en défense, le reste dans l'encadrement technique à attendre son heure dans l'ombre de Joël Muller. Aujourd'hui, il doit faire oublier ce monstre sacré. Pas facile. On connaît la difficulté de la tâche. Je ne suis pas en train de me poser des questions sur mon prédécesseur, mon successeur. Je pense que je dois être beaucoup plus concret que ça dans mon analyse et dans les prochaines semaines et les prochains mois de travail que j'ai à faire ici. Pour ce premier entraînement, tous les regards sont braqués sur le nouveau coach. Regard des médias, côté public, côté cœur, c'est déjà gagné. Albert, ça va? Avec toi, Albert? Les anciens. Oui, on est là. Bonjour, ça va? Reste qu'il le sait, le miracle ne s'opérera pas qu'avec un simple changement de personne. À l'entraînement, changement de méthode, en tout cas, Cartier s'est entouré de 2 nouvelles têtes. Rachid Matar, son adjoint, une vieille figure de la SNL, et Philippe Simonin, préparateur physique en provenance d'Ajaccio. Je sais bien que l'objectif, c'est pas aujourd'hui de bouleverser le club, c'est pas du tout ce que j'essaie de faire. J'apporte par petites touches ma contribution au FC Metz, mais l'objectif prioritaire, évidemment, ça reste le maintien. C'est jouable, il faut y croire, moi j'y crois énormément. Plus que 12 matchs pour ne pas descendre, redonner confiance à son équipe. Le temps est compté. Premier test le 13 janvier prochain face à Rennes. Ce sera l'épreuve de vérité. Retour dans sa ville natale pour Danny Boffin. Le milieu offensif belge vient de signer un contrat d'1 an et demi avec Saint-Tron, club avec lequel il avait débuté en 1976. Boffin quitte donc le FC Metz, cela faisait 3 ans qu'il évoluait avec la formation lorraine. À 35 ans, Danny Boffin avoue avoir encore envie de jouer 1 ou 2 saisons. Il devra ensuite être responsable de la formation des jeunes de Saint-Tron. Le doyen des joueurs français de Division 1 prendra sa retraite à la fin de cette saison. Sur l'antenne d'Europe 1, Sylvain Castendutch a annoncé ce soir qu'il allait raccrocher les crampons en juin.
Âgé de 37 ans, le libéro messin avait envisagé d'arrêter sa carrière à la trêve. Finalement, il tentera de sauver son club de la relégation. Désormais entraîné par Albert Cartier, le FC Metz est actuellement 16e au classement et aura bien besoin de l'expérience de son défenseur pour se maintenir. C'est une erreur messine dès la reprise de la seconde mi-temps qui permet aux nordistes d'ouvrir le score. Castendutch au départ ne peut contrôler le ballon. Stéphane Capio en profite, évite le retour du capitaine messin et marque le début du calvaire pour les Lorrains. L'ère Cartier, nouvel entraîneur du FC Metz, commence mal. En première mi-temps, les Grenats ont manqué d'efficacité. Ouascal, une modeste équipe de D2, fera la démonstration inverse. 60e minute, Oulmers, parti de sa moitié de terrain, ne rencontre aucune résistance. Son tir en force trompe Mondragone. Quelques minutes plus tard, c'est seulement sur un coup franc tiré par Bastien que Proman d'une tête réduit l'écart. 2-1, le FC Metz pouvait revenir, d'autant que Ouascal accusait la fatigue. Mais l'attaque messine reste stérile. En toute fin de match, Mondragone tente d'épauler les joueurs de champ et encaisse un contre. 3-1, sortie sans gloire de la Coupe de la Ligue pour le FC Metz. L'équipe devra attendre samedi le championnat et la rencontre avec Rennes pour entamer son renouveau. Une banderole très sympa des supporters, on t'oubliera pas Joël, et puis en même temps bienvenue, un message de bienvenue à Albert Cartier. Il y a beaucoup de changements dans l'équipe de Metz puisque Castendutch n'est plus le libéro du FC Metz, Albert Cartier l'a sorti du groupe, et puis également Sébastien Chemel n'est plus dans l'équipe alors qu'il avait été plutôt bon dans la première partie de saison. Une occasion avec tout de suite Baticle sur Bernard Lama qui a joué à Metz il y a 10 ans. Castendutch est donc dans la corbeille officielle et après 25 minutes, Fred Mérieux, le capitaine, promu capitaine, Lama qui sort, mésentente, il y avait Moreno qui était là, puis Baticle, et c'est Baticle qui marque le 7e but de sa saison. Gérald de Baticle, c'est même le 8e but, et comme Metz a marqué 17 buts, et ben c'est monsieur 50%. Gérald Baticle, mésentente, et Baticle de manière très habile, astucieuse, ouvre le score. C'est bonnet bleu et bleu bonnet entre Paul Le Guen et Yves Colleux sur le banc de touche, et Metz qui produit une bonne première période à l'image de cette occasion de Gaillot. Nous sommes toujours dans les 30 premières minutes, enfin presque, puisqu'il s'agissait de la 31e minute. Et puis durant les arrêts de jeu, c'est une habitude à Metz, corner de Gourvenec et Chouafny oublié, et c'est un euphémisme parce que vraiment il était seul. Et Chouafny qui marque son 2e but de la saison en championnat et qui marque son 2e but consécutif de la tête, puisqu'en Coupe de la Ligue, il y a de cela 8 jours, il avait marqué contre Nantes de la tête. Olivier Chouafny, un but partout. C'est rude pour Metz qui avait plutôt fait le jeu. Regardez comment on se fait prendre. Le coup franc a été sifflé. Un moment de relâchement du FC Metz. C'est Lama qui va venir frapper ce coup franc. Flottement. Les joueurs de Rennes en profitent. Et Chapuis à la 55e minute marque le 7e but de sa saison. Cyril Chapuis, c'est l'une des révélations du championnat. Eric, Cyril Chapuis, vous le connaissez? Oui, un petit peu. C'est quelqu'un qui vient d'un niveau inférieur. Il a fallu qu'il s'adapte et il s'est vraiment adapté très rapidement. C'est très bien. Le Stade Rennais hier soir jouait avec le maillot de la Bretagne en noir et blanc, puisque Metz joue en grenat. Un bon coup franc de Fred Mérieux stoppé par Bernard Lama, et une deuxième mi-temps moins bonne, c'est vrai, de Metz, mais les Messins sont à ce moment-là menés 2-1. Ils sont déjà en position de relégable alors que Rennes est la meilleure équipe des matchs retour. 86e minute, 85e. Jagère, penalty ou pas pour la faute d'arrivagé? Ouais, c'est vrai qu'il prend pas le ballon et l'angle attaquant ne peut que tomber. Et regardez le culot, pardonnez-moi, le culot de Fred Mérieux qui fait une panenka, qui a piqué ce ballon. Ça, il fallait oser. À la 85e minute, son équipe est relégable. Il est mené 2-1 et il m'a inscrit donc le but. On va l'écouter, Fred Mérieux. Voilà l'homme dont vous parlez. Quel culot, Fred, vous aviez choisi de la faire comme ça, à la panenka. Je vais choisir. Il y a une chance sur 3, à droite, à gauche, au milieu. Après la force ou pas, on choisit. Voilà, je connais Bernard Lama, je sais que c'est un gardien qui aime bien se détendre. Spectaculaire, donc on l'a vu sur le coup franc, on a vu un peu avant. C'est un choix. Mais bon, on ne va pas s'éterniser comme ça, ça ne sera pas pour la prochaine fois. Ouais, reparlons du match en général. Vous l'aviez presque en main jusqu'à cette dernière minute de la première période. Ouais, malheureusement, on prend le but sur un coup de pied arrêté. C'est toujours énervant de prendre des buts comme ça, 1 minute 30 secondes de la fin, on peut dire.
Et on a su revenir dans le match parce qu'après on prend un deuxième but et malheureusement c'est difficile dans ces conditions. Vous avez vu que le terrain était gelé, je ne sais pas si on l'a dit à l'antenne, mais le terrain est gelé sur 30 mètres là, jusqu'au centre. Et donc qualité de passe difficile, terrain délicat et on arrive quand même à revenir dans le match. Très important, très important. C'est ça le mieux que vous pouvez constater ce soir, c'est ce retour dans le match. Ce retour dans le match, oui. De toute façon on va positiver, vous savez, on part avec des bases pour aller vers l'avant. Toujours recevoir le ballon, aller de l'avant, c'est hyper important. Il y aura du déchet bien sûr, mais quand on va de l'avant, je dirais, on est tous dans le mouvement et on est moins en danger. Malheureusement, on prend un but sur un coup franc en profondeur, je crois, les milieux hors jeu. Et c'est ce qui fait basculer la rencontre. Mais je pense que si on continue comme ça, surtout au niveau de l'agressivité, de la solidarité, on va arriver à faire quelque chose d'important.